Ça va Laurence, tout va bien? Oui, super. Vous êtes bien. Je vous propose de vous concentrer maintenant et d'écouter ce que Fred va vous dire. Il va vous adresser un message tout à fait personnel. Un message perso. Non, perso. Ça me rappelle quelque chose. On faisait ça dans le Grand 8 avec mes copines, Roselyne Bachelot, Absent Toussi, Elisabeth Bost. On avait chaque jour un message perso pour notre invité. Et bien là, ça vous est destiné. Et le truc de Fred, c'est de jouer sur les mots. Ça le fait kiffer, ça joue sur les mots. Parfois même, ça le rend complètement dingue, voire maboule. J'aime bien ce mot, maboule. Merci, Charlotte. Il y a des noms comme ça qui sont évocateurs. Même si tu n'as pas la radio, même si depuis longtemps tu as tourné la télé vers le mur, ces noms te parlent. Et Laurence, votre nom parle, il parle même beaucoup, tellement d'ailleurs que j'ai passé une nuit blanche. Et ce matin, Charlotte, comprenant pourquoi j'avais l'œil en berne, me lancia un drôle de regard. Ah oui, je balance. Je balance et je veux qu'on comprenne que je vis une vie de dingue ici. Bon bref, revenons à la jeunesse de cette chronique. Quand on m'a annoncé votre venue, j'ai dit super. Oui, Laurence, vous êtes à mes yeux l'essence même du journalisme. Un savant mélange, disais-je, de pugnacité et de pertinence. Ce n'est pas un hasard si, à l'évocation de votre nom, je me suis senti pousser diesel. Je suis parti sur les chapeaux de roue, j'ai klaxonné mes mots pour les réveiller, policher mes verbes avant de les utiliser, garer mes compliments pare-choc contre pare-choc, et je me suis dit, il n'y a plus qu'y a, mon petit Fred, face à une orfèvre, il faut ciseler tes phrases. C'est la même chose que rédiger, mais en plus impressionniste. Et boum, l'angoisse. Mot de ventre à l'idée que ces phrases si bien conduites, pourtant, s'écrasent dans l'abdomen public. À peine auriez-vous passé le porche de cette porte. Et si je peux, j'oserais même vous avouer, j'étais tétanisé à l'idée de vous cabosser suite à une malencontreuse et mauvaise manœuvre sémantique. Poussif, j'appelle un ami, c'est mon dernier mot. Sa réponse est limpide, Ferrari, c'est la Rolls du journalisme, brillante, du sur-mesure, pointure métallisée. Mais non, Laurence, vous n'êtes pas la Rolls du journalisme, vous êtes la Ferrari. Et raccrochant, tout s'éclaire. Et comme l'abbé aime le dire le dimanche, même si ce n'est pas très cathodique, fiat ou après traduction, que la lumière fût et la lumière soit. Et c'est vrai, force est de reconnaître que de la radio à la presse écrite, en passant par la télévision des années 90 à aujourd'hui, de Europe 1 à Canal+, en passant par TF1, vous illuminez l'actualité. Vous utilisez le mot juste pour mieux nous faire comprendre le monde, nos contemporains. Alors Laurence, il ne me reste plus que quelques secondes, pas une seconde de trop. Je ne peux pas parler de Renault, ni lui, ni Nissan, ni autre chose d'ailleurs. Juste vous dire, Laurence, merci d'être notre invitée. Bravo l'artiste, chapeau l'artiste. Pas mal. On continue. Interview. On continue tout de suite. Et ne soyez pas surpris si Fred nous interrompt pendant notre interview à toutes les deux. Les internautes sont nombreux à nous suivre, ils ont des questions à vous poser. Donc Fred nous interrompra quand bon lui semble. Voilà, en tapant du poing sur la table. Une question, une réponse, faut que ce soit concis, on y va, bim bam boum. Laurence Ferrari, votre parcours a été jalonné de ruptures et de coups d'audace. De quoi êtes-vous la plus fière aujourd'hui ? D'avoir toujours choisi, c'est très important dans ce métier de ne pas trop subir, d'avoir choisi mon destin, d'avoir choisi les projets sur lesquels je prenais des risques, d'avoir toujours quitté une forme de confort pour aller me remettre en cause sur des challenges risqués. Je l'ai fait à plusieurs reprises dans ma carrière. Donc voilà, c'est ça, la force d'avoir su imposer mes choix. Et le projet dont vous êtes la plus fière, précisément ? Je pense que c'était Dimanche Plus, à l'époque, qui a été sur une émission, voilà, sur l'émission politique que j'ai lancée, avec sa petite sœur qui était Punchline, que j'ai faite l'an dernier sur C8. Voilà, c'était... Moi, j'ai un côté un peu entrepreneur, un peu aussi... J'aime la production, j'aime Vous avez créé votre société de production, voilà, à l'époque, j'avais créé ma société de production. J'aime avoir la maîtrise sur l'ensemble de ce qui fabrique une émission, pas seulement le plateau, c'est-à-dire l'interview, mais aussi les reportages qui sont tournés par des journalistes. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a été le plus beau moment de ma carrière. Il y a 10 ans, vous disiez « J'ai des regrets, mais je n'ai pas d'échecs. Ils sont à venir. » 10 ans plus tard, les échecs, vous les avez rencontrés ? Il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute carrière. On ne peut pas être toujours au sommet. Il y a eu des épreuves. Le 20h a été une épreuve. C'est l'épreuve du feu. Je pense que ce n'est pas Anne-Sophie Lapix qui me contredirait aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas eu... L'échec, c'est la chose que vous ne referiez pas. Franchement, je referais à peu près tout. Peut-être pas de la même façon, mais je le ferai à peu près dans le même ordre. Qu'est-ce que vous changeriez ?
Non, peut-être un peu plus de préparation, peut-être un peu moins d'insouciance, un peu moins d'inconscience pour certains challenges. Voilà. Vous citiez le JT de 20h sur TF1. Évidemment, il y a près de 10 ans, à votre arrivée aux 20h, vous avez suscité un cataclysme médiatique hallucinant. Vous succédiez à PPDA qui était en poste à ce poste-là depuis 20 ans. Comment vous le regardez, cet événement-là aujourd'hui, cet épisode de votre parcours professionnel? Je pense que voilà, déjà, dès ce moment-là, je pense qu'une partie de mes chances était déjà obérée. Donc, encore une fois, avec un peu plus de diplomatie, de tact, on aurait peut-être eu un résultat plus intéressant en se parlant un peu plus entre confrères. Mais voilà, écoutez, encore une fois, j'ai fait mon travail pendant ces 4 ans. Je crois que j'ai été au front tous les jours et je regrette rien, voilà, honnêtement. Vous êtes en bon terme avec Patrick Poivre-Darbois? Oui, on est collègues à CNews, on se croise tous les jours ou presque, donc oui, bien sûr. Est-ce que cette période a cassé quelque part l'image de votre image naturelle, chaleureuse, enthousiaste que vous aviez à l'époque? Je suis assez d'accord. C'est un exercice qui fige, c'est un exercice qui éteint. C'est quelque chose qui ne vous permet pas de vous exprimer librement, c'est très codifié, très contraint. Donc encore une fois, ça reste un Graal pour les journalistes, mais aujourd'hui, je suis 1000 fois plus heureuse à l'antenne de ce que je fais. Petite, vous rêviez d'être chirurgien, vous avez même tenté médecine. Aujourd'hui, ça vous arrive de repenser à cette période-là et de considérer que c'est peut-être une vocation avortée que vous auriez pu réaliser? Ah oui, le but c'était d'être utile aux autres. Alors j'espère que je le suis à mon petit niveau aujourd'hui en faisant du journalisme. Mais non, c'était chouette de l'avoir tenté, d'avoir raté lamentablement. Mais ça, heureusement, la médecine n'a pas voulu de moi. Mais comme j'ai vraiment eu la chance de faire un métier exceptionnel qui est le journalisme, dans lequel je fais des choses différentes chaque jour, non, franchement, je regrette pas. J'ai une question, Dana. Justement, vous parlez de médecine. C'est pour ça que vous rêvez, nous demande-t-on, de présenter une émission avec Michel Simès? Alors, le mot rêver est un tout petit peu excessif. Oui. Michel est un ami depuis 30 ans. Donc oui, on se joue régulièrement en blague et on se dit, tiens, il faut qu'on fasse une émission avant que tous les deux on soit en maison de retraite. Médecine. Alors médecine, j'ai fait 1 an de médecine, donc je doute de mes capacités à être un bon confrère pour Michel Simès. Mais néanmoins, s'il veut tenter la chose, pourquoi pas un jour de faire une émission où je fais peut-être autre chose que de la médecine avec lui, la coprésentation peut-être, voilà, une émission d'entertainment. On le salue en tout cas, Michel Simès. Vous le disiez, vous vouliez être utile, servir à quelque chose. Avez-vous aujourd'hui le sentiment d'être fidèle à cet engagement qui vous a motivé? Alors oui, les journalistes sont utiles, parfois ils sont critiqués et évidemment nous sommes dans la lumière, donc c'est nous qui catalysons un certain nombre de crispations et de mécontentements. Mais oui, je pense qu'encore une fois, en essayant de donner une information objective, c'est difficile, mais enfin une information honnête et vérifiée, on fait une bonne partie de ce qui est notre mission. Comment la starification ne parasite pas justement le socle, les fondements de votre métier aujourd'hui? Elle ne touche pas tout le monde quand même, la starification. Il y a très peu de journalistes qui subissent cette exposition aussi massive que l'est un 20h. Vous faites partie, vous, des people aujourd'hui de la télévision? J'aime pas ce mot-là, évidemment, parce que moi je suis journaliste et c'est ce qui a marqué sur ma carte de presse. Donc, malgré vous, on va dire. C'est ce métier-là que je fais aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, que je ferai demain. Mais oui, il y a une notoriété qui s'installe. Elle vient effectivement de mes années TF1, puisqu'évidemment, on rentre pendant 4 ans chez des millions de téléspectateurs tous les soirs. La notoriété, je dis beaucoup que c'est un manteau qu'on enfile, qu'on ne retire jamais. Après, voilà, c'est quelque chose d'agréable. Dans la rue, les gens sont sympas, viennent vous parler. Il y a des contraintes, il y a des côtés très désagréables qui sont la presse people, la presse à scandale, mais il y a aussi toute la partie rencontre et partage avec les autres qui est très agréable. Et vous avez toujours gardé les pieds sur terre? Oui, je crois, mais ça tient à mon entourage, à ma famille, à tous ceux qui sont autour de moi. Justement, comment vous la vivez, vous, la notoriété? Maintenant bien, voilà. C'est quelque chose dont je me suis beaucoup détachée, notamment mon image m'intéresse moins et je crois que c'est bien, je me concentre plus sur le fond de mon métier. Voilà. Mais on apprend, encore une fois, ça fait bientôt 25 ans que je fais ce métier, donc, et je l'ai fait en commençant par la radio, vous l'avez souligné, donc encore une fois, la voix, c'est autre chose que l'image, et il y a quelque chose de plus authentique en radio, et c'est très bien que j'ai fait 10 ans en radio avant d'arriver en télé. Vous l'attaquez systématiquement, la presse people, quand elle parle de vous. Comment vous gérez justement ce rapport entre ce qu'attend de vous le public, ce que souhaite savoir de vous le public et ce que vous voulez leur en donner? C'est très simple, il y a un respect à la vie privée, le droit à la vie privée qui est la loi pour chacun d'entre nous, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose pour moi. J'ai un lien avec le public, régulièrement je communique par le biais de mes réseaux sociaux ou par le biais d'un article. C'est encore une fois très soft parce que je mets une barrière entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc voilà, je demande à ce qu'on laisse mes enfants en paix. Je ne les ai jamais exposés, je ne le ferai jamais. Oui, c'est vrai, vous ne les exposez pas. C'est la ligne rouge.
Être femme dans ce milieu, c'est un avantage, un handicap? C'est pas un handicap. C'est pas un handicap. Il faut être vigilant. On a eu un certain nombre de révélations sur le harcèlement sexuel pendant les dernières semaines qui nous montrent qu'on n'est pas ça arrive dans tous les milieux. Il y en a dans la presse, il y en a dans la télé, il y en a dans l'industrie, il y en a dans les entreprises. Donc voilà, il faut encore une fois non seulement éduquer nos filles, mais éduquer nos fils, leur apprendre le respect, la différence entre la blague graveleuse et le harcèlement. Donc voilà, je pense que c'est une affaire d'éducation et puis une affaire de société aussi. Vous avez rencontré, vous, dans votre carrière, ce type de personnage? C'est marrant parce que quand toutes les hashtags sont sortis... Le hashtag balance ton porc en particulier. Voilà, je me suis dit, est-ce que... D'abord, j'ai dit non, parce que mais je pense que c'est tellement intégré le fait que de temps en temps, on peut être sujette à des blagues un peu grivoises. J'ai pas été évidemment confrontée à un supérieur hiérarchique qui me dirait ben voilà, tu passes à la casserole ou tu n'avances pas. Ouais. Jamais. Alors là, Dieu merci. Et je remercie tous les patrons qui m'ont permis de gravir les échelons dans ce métier sans avoir évidemment avoir à subir ça. Donc non, mais ça existe. Voilà, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas. Je sais qu'il y a des gens des femmes qui ont été confrontées à ça. L'interview politique, c'est votre marque de fabrique, on va dire. Pourquoi vous avez besoin d'interviewer les politiques? Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet exercice particulier? J'aime bien cet exercice. J'aime bien aussi les interviews culturelles. J'en fais sur CNews et c'est vraiment autre chose. Il y a une année d'adrénaline. Il y a quelque chose dans le rapport de force qu'on installe avec les hommes politiques qui est très agréable. Moi, en plus, je respecte les hommes politiques. Je suis la fille d'un homme politique. Tout à fait. Mon père était député maire, donc je sais ce que c'est la politique à l'échelon local. Je sais ce que la famille aussi paye comme tribut. Donc je sais que c'est lourd. Mais j'adore cette joute intellectuelle et j'aime bien les faire sortir de leurs éléments de langage quand j'y arrive. Vous parlez de politique, vous auriez aimé faire ou vous... Jamais. Non. Non. Voilà. Je suis beaucoup mieux à ma place de journaliste, je vous rassure. D'accord, mais c'est pas quelque chose qui... Non. Okay. Non. Dans 10 ans, vous avez dit que vous ne vous voyez plus à l'antenne. Est-ce que vous préparez cet après-là? Je ne le prépare pas encore, mais je m'y prépare dans ma tête. Oui, parce que j'ai envie de passer à autre chose dans les 10 ans qui viennent. Pourquoi pas au management? Pourquoi pas passer effectivement dans la hiérarchie d'une chaîne, vous direz? On verra bien, c'est des grands mots. Mais en tout cas, manager des gens. Des grands mots, ça peut être très concret. Oui, mais c'est comme le 20h, j'ai jamais rêvé que je le ferais, je l'ai fait. Bon, c'est arrivé comme ça. Si un jour ça se produit, évidemment. Je pense que j'ai les qualités en matière de relations humaines et de compétences journalistiques, puisque ça fait des années que je traîne mes guêtres dans ce métier-là. Vous seriez la première, je crois, en France. Ah ben non, il y a beaucoup de patronnes d'infos quand même. Patronnes de chaînes de télévision. Ah, des patronnes de chaînes, oui, mais c'est encore autre chose. Pour l'instant, restons sur l'info. Ah. Cool. On a appris plein de choses. À chaque fois, vous répondiez juste un petit peu en avance sur ce que nous demandaient les internautes. Alors, donc c'est il y a quand pas même de génial. questions Si, mais justement, Charlotte a quasiment tout posé. Est-ce que vous alliez faire? Pourquoi? Est-ce que vous vouliez faire de la politique? Vous avez répondu à tout. Ah non, la politique, non, vraiment. Non, c'est vraiment quelque chose qui ne m'attire pas. On va prendre par contre quelqu'un qui souhaite vous poser une question. En Il direct. s'appelle Rohan. La régie est en train de le contacter. Eh ben, on va le prendre tout de suite. Rohan, bonjour. Bonjour. Laurence, j'ai une petite question pour toi. À force d'interviewer justement des personnes politiques, vous n'avez jamais songé à vous lancer vous-même en politique parce qu'on manque vraiment de femmes connues. Alors, c'est une bonne question. Merci de me la poser. Je pense que c'est un métier très difficile d'être homme politique. Chaque élection est une épreuve quand on remet en jeu son mandat. C'est quelque chose qui prend beaucoup sur la vie privée. Et vraiment, je n'ai pas envie d'être à leur place. Je suis beaucoup mieux dans ma place de journaliste à leur poser les questions, à les titiller, à leur demander des comptes, puisqu'ils sont des élus de la nation. Donc vraiment, pour l'instant, et vraiment, il est hors de question que je change d'avis, je reste bien tranquillement à ma place de journaliste et je leur laisse faire leur métier qui est très difficile, encore une fois. Que vous connaissez parce que par défaut, absolument. Vous étiez dans une famille d'hommes politiques. Mais vraiment, c'est un métier. Et d'ailleurs, je salue toutes les femmes qui se sont lancées les derniers mois en politique. C'est un vrai challenge parce qu'encore une fois, il y a un vrai risque de se retrouver en cours et avoir à chercher un autre travail. C'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps sur la vie de famille. Donc, chapeau à vous, les femmes. On a une dernière question d'Éric qui demande qu'est-ce que vous faites pour vous détendre puisque vous êtes tout le temps à l'antenne, c'est plutôt du sport, sport, musique, piano. Musique, voilà. Julien Gracq, en particulier. Je lis beaucoup de romans. D'abord, j'interviewe beaucoup d'auteurs et d'écrivains, donc c'est génial. Et puis la musique, évidemment. Vous faites du piano? Oui, alors là, c'était il y a très longtemps. Vous ne pouvez en mettre un là, il ne rentrait pas, sinon c'était parfait. Oui, j'aurais pu vous faire un petit concerto. Gentiment. Et vous avez un mari qui fait du violon particulièrement bien, apparemment. Voilà, donc je préfère l'écouter, me détendre en l'écoutant que moi-même en massacrant les grands morceaux que j'ai pu jouer au piano. Respect. Le moment de l'interview est terminé. Terminé, c'est terminé. Et oui, effectivement, il est terminé. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission, Jingle.